Bonsoir, nous vous parvenons en direct du centre Saint-Pierre en plein Ville-Marie pour un débat sur les élections municipales pour le quartier le plus à l'est de l'arrondissement, c'est-à-dire Sainte-Marie. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour la soirée. Nous avons avec nous un public quand même restreint qui ont eu la chance de poser leurs questions par écrit qui pourront être transmis aux candidats en deuxième partie de débat, mais également vous qui êtes en ligne, pouvez répondre aux questions et participer à cette soirée. Donc, parmi les 4 candidats comme conseillers et conseillères de la ville dans le district Sainte-Marie, 2 d'entre eux ont répondu présents à l'appel et je les remercie d'être ici pour cet exercice démocratique très important. Bonsoir. Alors, nous avons la candidate sortante de Projet Montréal, Sophie Moserol, qui est avec l'équipe de Valérie Plante. Bonsoir. Bonsoir. Et d'Ensemble Montréal, Daniel Vaudrin, qui se présente donc avec l'équipe de Denis Coderre. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Ça fait très plaisir. Et donc, au courant des 2 prochaines heures, les candidats seront invités à se prononcer sur les thématiques que sont le vivre ensemble, l'environnement, l'aménagement urbain et le logement. Et par la suite, nous passerons à la deuxième partie où c'est vraiment cet exercice démocratique en sa pleine possession avec vos questions qui seront transmises aux candidats. Donc, si vous êtes en ligne avec nous sur Facebook, il vous suffit d'aller voir le fil des commentaires. Vous y trouverez un lien vers un Google Form et vous pourrez donc poser vos questions à cet endroit, que ce soit sur l'une des 4 thématiques de la soirée ou sur toute autre thématique. C'est vraiment votre opportunité de poser vos questions à vos candidats. Donc, mais avant de rentrer plus en détail dans le débat, je vais inviter les candidats à tour de rôle à prendre 1 minute et demie pour se présenter. Nous avons tiré au sort la prise de parole et le hasard aura voulu que Mme Moserol commencera la soirée et nous veillerons à alterner comme ça tout au long de la soirée. Donc, je vous invite évidemment à respecter scrupuleusement le temps imparti à chacun. Donc, Mme Moserol, vous avez 1 minute et demie pour faire une présentation. Merci, Marc-Michel. Bonjour à tous et à toutes qui sont ici ce soir et aux gens qui nous regardent de la maison. Donc, Sophie Moserol, je suis la conseillère de ville du district de Sainte-Marie en ce moment et, comme Marie-Michel le disait, candidate pour Projet Montréal dans l'équipe de Valérie Plante. Donc, pour un 2e mandat que je sollicite auprès des citoyens et citoyennes de Centre-Sud. Projet Montréal, c'est un parti résolument progressiste, un parti de gauche qui a à cœur la mixité sociale, économique, culturelle de Montréal, mais bien entendu de Centre-Sud et bien entendu résolument orienté vers la transition écologique. Donc, ça me fera bien plaisir d'échanger avec vous ce soir. J'ai bien hâte d'entendre vos questions. Et je suis sur le terrain tous les jours, donc si jamais vous n'avez pas l'occasion de poser votre question ce soir, vous pouvez toujours m'écrire sur Facebook, sur Messenger ou me croiser dans le quartier, ça me fera plaisir. Une toute petite mention, je suis très enrhumée, donc je m'excuse pour ma voix un petit peu rocailleuse de Marjo. Double vaccinée, non covidée, mais un petit peu enrhumée, donc mes excuses si jamais j'ai des petites quêtes de tout. Donc voilà. Merci, Mme Moserol. Donc, je vais céder la parole maintenant à M. Vaudrin, 1 minute et demie, pour vous présenter. Bonsoir, je suis Daniel Vaudrin. Je suis le candidat pour Ensemble Montréal comme conseiller de ville pour Sainte-Marie, un quartier que j'habite déjà depuis 14 ans. Pour moi, ici, ce soir, c'est un honneur d'être ici. Parce que les groupes communautaires, j'ai fait partie de ça toute ma vie presque. Même mes parents, quand j'étais jeune, j'ai un frère et une sœur, mais on était 9 autour de la table. Parce que mes parents pensaient que c'était important de redonner à notre communauté. Fait que les 9 autres personnes qui étaient autour de la table, c'était des filles du bien-être social, qu'on appelait ça dans ce temps-là, mais on était une famille d'accueil pour ces 9 filles-là. De ces personnes-là, j'ai appris incroyablement le respect des différentes personnes. Puis, of course, c'était toutes des femmes, fait que j'ai appris à écouter plus que parler. J'ai aussi appris l'empathie. Et un peu plus tard, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, j'ai commencé à enseigner l'informatique dans des centres de détention pour les jeunes. Là, j'ai appris d'autres réalités, la prostitution, le suicide, parce qu'au moins 1 fois ou 2 par été, il y avait un gars qui se suicidait. Puis c'était vraiment intense.
C'est pour ça que toute ma vie, j'étais ouvert, j'ai accueilli le monde, puis quand que je vous dis je vais être là pour vous, je suis là pour vous. Ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est que plus tard, j'ai contribué dans le sport. J'ai commencé avec volleyball lambda et je me suis rendu jusqu'à l'international pour promouvoir les droits des LGBTQ+, dans le sport, dans la culture et dans les droits humains. Je suis très fier d'être ici ce soir puis j'ai hâte de vous servir. Très bien, on respecte le 1 minute et demie. Félicitations, ça commence bien la soirée. Donc, merci d'avoir pris le temps de vous présenter aux électeurs et électrices. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les enjeux et les préoccupations. Donc, pour Sainte-Marie, tous les deux, vous avez reçu les 4 premières questions. Donc, on s'attend évidemment que vous êtes bien préparés et qu'on pourra aller plus loin dans les thématiques de la première partie du débat. Donc, pour chaque question, les candidats auront 1 minute et demie à leur tour en alternance afin de répondre à la question et puis s'en suivra une période de 8 minutes de débat tout au plus. Nous commençons donc avec la première thématique du vivre ensemble. Mais qu'est-ce que vivre ensemble en thématique assez large? En fait, nous pensons à l'importance des enjeux sociaux qui traversent et impactent le centre-sud et celles et ceux qui y vivent. Quartier qui regroupe un large éventail de réalités. On y retrouve une très grande disparité sur le plan socio-économique, la place de personnes en situation d'itinérance, également les communautés LGBTQ+, et les gens issus de l'immigration, et encore bien d'autres, évidemment. Mais également, ce sont aussi la place des organismes communautaires qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours pour venir en aide aux citoyens et citoyennes du quartier. Donc, pour cette première thématique, c'est le Réseau des lesbiennes du Québec qui nous ont soumis cette question. Considérant que la majorité des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle vivent dans la grande région de Montréal, c'est-à-dire à une proportion de 46,7% selon l'enquête en 2021 du RLQ, considérant que les femmes LGBTQ2S+, sont parmi les populations les plus marginalisées et ostracisées, c'est 90,2% d'entre elles qui ont vécu au minimum un type de violence, et considérant que les diverses communautés lesbiennes sont victimes de violences dans l'espace public à un taux de 69,8%, rapporte le RLQ. La question étant, comment la Ville de Montréal peut-elle assurer la sécurité de ses citoyennes LGBTQ+, en 2021, et j'ai envie de dire pour les années à venir, et quels sont les moyens concrets que la Ville mettra en place afin de diminuer plus spécifiquement les comportements lesbophobes envers nos communautés? J'invite donc M. Vaudrin à user de son 1 minute et demie pour répondre à la question. Merci. Bien, la première chose, comme j'ai dit, j'ai été impliqué dans le sport LGBTQ pendant plusieurs années, presque 20 ans. Dans toutes les sphères où j'ai été un des premiers à inviter les lesbiennes à venir jouer avec nous. Pourquoi? Parce que quand on se divise, c'est très dur de communiquer, c'est très dur de s'apprécier. Tandis que quand on joue des sports ensemble, quand on organise des activités, bien, on apprend à se découvrir. Fait que pour moi, ça, c'est excessivement important. Je l'ai fait au niveau d'un petit groupe, au niveau municipal, puis au niveau international. Pour l'administration Denis Coderre, Nadine Joly, on va créer un poste de commissaire auprès de la communauté LGBTQ+. Ce commissaire-là va être à l'écoute des enjeux de notre communauté, puis va être capable d'avoir plus de push, là, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, pour être capable de diriger l'administration, vraiment prendre en considération toutes les différentes politiques qu'on va prendre pour que la communauté soit mieux servie. Il y a aussi que notre administration va aussi augmenter le financement aux différents groupes communautaires. Comme on sait, là, le financement, c'est le groupe de comment on dit ça? La chose de la guerre, là, le nerf. Le Merci. nerf de la guerre. Mais peut-être que je suis les nerfs, là.
On va se calmer Merci les nerfs. beaucoup. Votre 1 minute et demie est terminée. Donc, on va passer maintenant à Mme Mauserol pour sa réponse en 1 minute et demie. Oui, c'est une vaste question à répondre en 1 minute et demie, mais pour répondre, là, bon, il y avait 2 aspects. Une des choses que la Ville peut faire là, pour protéger finalement là, tout type de communauté marginalisée, là, que ce soit les lesbiennes et les autres, mais ça passe par l'aménagement de la Ville. Hein. L'aménagement de la Ville, c'est le core business d'une administration municipale. Et nous, on a développé, c'est pas nous qui l'avons développé, là, c'est quelque chose qui existe un peu partout dans le monde, mais qu'on a mis en œuvre dans toutes les politiques qu'on met en place, dans tous les projets d'aménagement qu'on fait, c'est l'ADS+, donc l'analyse différenciée selon les sexes plus. L'idée, en fait, c'est de passer tout type de plan, tout type de projet à travers une grille qui nous permet de s'assurer qu'on n'a pas d'œillères, qu'on n'a pas de biais et que quand on réaménage une rue, quand on développe un projet, quand on met en place une politique publique, mais on s'assure qu'on ne marginalise pas davantage ou qu'on ne crée pas de biais. Donc, quand on parle d'aménagement, c'est de penser à la sécurité des femmes, c'est s'assurer qu'il y a assez d'éclairage, c'est toujours d'avoir ces éléments-là en tête. Et ce filtre-là, comme je le mentionnais, on le met en place dans toutes les politiques de la Ville. Une autre chose, M. Vaudrin en parlait, c'est tout le temps la question de l'argent. Nous, dans les 4 dernières années, on a presque doublé le financement des organismes communautaires LGBTQ+. Donc, ça passe aussi par un soutien aux organismes communautaires qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Et donc, en aménageant la Ville et en soutenant les partenaires, on est en mesure, je ne sais pas si on va réussir à enrayer toute forme d'intimidation, mais on va y travailler très fort. Bon, justement, on peut prendre donc le 8 minutes qui suit pour faire le débat. Je ne sais pas si un de vous deux aimerait commencer cette période. Est-ce qu'il y a un volontaire, M. Vaudrin? J'ai senti un petit... je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est important, la communauté. On est ici dans le village. Je pense qu'il n'y a pas un parti qui va dire nous autres, les LGBT, c'est pas important, ou les lesbiennes, les personnes transgenres, les personnes binaires. Je ne sais pas de toi, mais en tout cas, moi, j'en ai un peu là, dans la communauté des amis. Puis c'est sûr que je ne les laisserai pas. Puis je pense qu'il n'y a aucune je ne pense pas qu'en 2021, on est capable d'avoir une administration qui va mettre ces personnes-là de côté. On est-tu capable de faire mieux? 100 000 à l'heure. Il y a tout le temps quelque chose d'autre. Puis c'est une des choses, la communauté gay au commencement, c'était très dur d'inclure les lesbiennes parce qu'on était différents. Mais à un moment donné, ça a été à B, ça a été à T, ça a été aux 2S, les queer. On est une grande famille, puis elle grandit à tous les jours parce qu'on découvre les différences entre les gens, puis on découvre que c'est une valeur ajoutée. La diversité, là, c'est qu'est-ce qui fait vibrer Montréal. Fait que si un jour un parti comme Projet Montréal ou Ensemble Montréal dit que c'est pas important, là, je pense que ça va être une journée très... On a un problème comme société, ouais. là, définitivement. Fait que le débat n'est pas si grand que mais ça. moi, j'ai envie de vous renvoyer la question parce que le réseau des lesbiennes du Québec était vraiment centré leur question sur les femmes. Tout à fait. Puis évidemment, votre question était un peu plus large puis d'inclure les différentes communautés, mais il reste que les femmes sont peut-être malheureusement un peu plus marginalisées, comme les données le disaient, plus victimes de violences. Est-ce que vous voyez des pistes de solutions pour justement aider les femmes vivant à Montréal, vivant dans Sainte-Marie, qui sont de cette communauté? Moi... Peut-être Mme Mauserol? Vas-y. C'est ça, tu le mentionnais, Marie-Michel, je pense que les femmes lesbiennes là, vivent finalement comme une double invisibilisation, une double marginalisation du fait d'abord d'être femmes et ensuite de faire partie de la communauté LGBTQ+. Là, c'est l'ensemble des femmes. Là, on était au CAF ce matin qui vivent du harcèlement de rue. On le subit tous et toutes. Donc, c'est vraiment un défi, puis c'est vraiment un fléau, puis ça va passer par toutes sortes de choses qui transcendent un petit peu aussi la politique municipale. Là, bien entendu, ça va passer par l'éducation, ça va passer par la sensibilisation. C'est un enjeu structurel de société de s'assurer que nos femmes sont en sécurité, qu'elles soient lesbiennes ou pas. Mais on le mentionnait, ça passe par du financement d'organismes et, entre autres, le CAF, qui est le Centre d'éducation et d'action des femmes, qui a pignon sur rue, sur Maisonneuve, dans Sainte-Marie. Ça fait des années qu'ils militent justement pour parler du harcèlement de rue, qui n'est pas quelque chose qui était beaucoup
en fait, on le vivait tous, mais que c'était pas vraiment connu. Et ils ont mis la lumière sur ce phénomène-là. Et là, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'études qui existaient et tout ça. Et là, on a financé le réseau universitaire pour pouvoir sortir des données probantes, identifier justement la source de ces problèmes-là, puis identifier des solutions. Le CF a milité aussi beaucoup pour qu'on fasse de la sensibilisation dans les réseaux de transport en commun. Donc, je pense que ça passe, comme je le disais, par un aménagement qui est équitable de la ville. Ça va passer par du soutien aux organismes, puis ça passe par de l'éducation, de l'apprentissage, puis de la visibilité à ces communautés-là, donc aux femmes lesbiennes. C'était super intéressant. J'ai marché, puis après ça, j'arrête. J'ai marché avec le réseau des femmes lesbiennes sur la future place des Montréalaises, donc un extraordinaire projet au cœur de la cité administrative, la ville, juste à côté de l'hôtel de ville. On a une place qui va être entièrement dédiée aux femmes dans la métropole et on l'a marché avec différents groupes, que ce soit des groupes en itinérance, mais que ce soit le réseau des femmes lesbiennes, pour s'assurer finalement que cet espace-là soit sécuritaire, mais que tout le monde s'y reconnaisse et s'y approprie. Et ils ont fait des propositions super intéressantes qu'on va pouvoir intégrer, dont justement cette question de la visibilité. Là, par exemple, dans le village, quand on fait les traverses dans le mois de fierté, que les gens puissent se reconnaître dans l'espace public. Je pense que c'est très important. Il y a aussi, moi, je me promène des rues chez nous, là, puis qu'est-ce que je vois, c'est il y a beaucoup de places où il fait noir sur nos rues. Puis moi, quand que je marche, je suis P1, je suis un homme blanc, c'est pas un enjeu pour moi. Mais l'autre jour, je marchais, puis j'étais comme, wow, il y a cette femme-là qui a changé de bord de rue parce que c'est noir. Fait qu'il y a des par-soleil, par-lumière, ou whatever, là, dans les rues. Moi, c'est une des affaires, là, on va les ajuster aussitôt que je vais arriver parce que c'est vraiment important. Il y a des femmes qui me disent qu'il y a des trous noirs, il y a des places qu'on arrive, il y a des lumières qui ne sont pas allumées la nuit, soit que ça a brûlé ou quelque chose comme ça. Bien, on va les réparer encore plus rapidement parce que c'est un enjeu important. Et la place des Montréalais, je suis content aussi parce que l'administration Coderre l'avait commencé, ça, les 4 ans de M. Coderre. Puis ça va être vraiment une place fantastique. Puis ça va être incroyable la réflexion qu'on va avoir après ça parce que les lesbiennes ont fait partie de la tapisserie, comment on appelle ça, le tissu social. Ça fait des années et des années. Puis j'ai hâte de voir ceux qui vont être intégrés là, dans cette place-là. Ça va être intéressant. Parce que là, en fait, on parle beaucoup d'aménagement urbain pour parler de la sécurité dans la ville, là, quand on s'y promène. On parle également de financer les organismes, on parle de places pour les femmes, de places, je parle d'espace physique dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres actions que la ville peut prendre pour vraiment faciliter? On parlait d'éducation, mais comment la ville peut peut-être jouer un rôle sur le plan de l'éducation auprès de la population? Je vais commencer. Oui. Il y a une affaire que je vois souvent sur des vidéos. Les hommes comme moi, là, qui sont prêts à défendre les femmes, là, qui sont en situation inconfortable, d'un fond, on ne sait pas qu'est-ce que c'est faire. Fait que peut-être avoir une campagne de sensibilisation, de dire qu'est-ce qu'on fait là, quand on voit un homme qui est en train d'harceler une femme. C'est quoi que je devrais faire? Si j'ai 18 ans, 19 ans, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est faire, bien, je vais peut-être prendre une vidéo de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est peut-être pas ça la meilleure affaire à faire. Peut-être qu'on a besoin de sensibiliser les gens pour que quand quelqu'un est en détresse, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, on ne le voit pas assez. Puis peut-être que ce n'est pas le rôle de la ville, mais peut-être c'est le rôle de la ville de supporter les organisations qui sont prêtes à le faire. Fait que moi, c'est sûr là, que je vais supporter ça sans millionnaire. Parfait. Je laisse Mme Mozerol avec la dernière minute. Oui, bien, en fait, pendant le dernier mandat, il y a eu une grande consultation auprès des différentes communautés. Puis là, je sais que c'était vraiment le réseau des femmes lesbiennes, mais oui, enfin, au niveau des communautés LGBTQ+, puis il y a énormément de choses qui sont ressorties de cette consultation-là. Puis l'éducation était ressortie aussi et la Ville de Montréal là, a mis en place une boîte à outils, en fait, pour les personnes LGBTQ+, mis en ligne
ligne, des vidéos éducatives et c'est doté d'une politique aussi à l'interne au sein de la Ville de Montréal pour favoriser aussi une meilleure intégration de ces personnes-là dans l'appareil municipal. La Ville de Montréal, c'est un gros employeur. Il y a quand même 28 000 personnes qui travaillent. Donc, il y a toujours ce défi-là comme ville d'être exemplaire nous-mêmes avant de le demander aux autres. Donc, il y a plein de mesures comme ça qui sont mises en place puis qu'on fait en partenariat là, avec le réseau. Donc, on va poursuivre. Puis dans Centre-Sud, de manière un petit peu plus élargie, mais ça fait plusieurs années là, que les organismes travaillent très fort à se relocaliser. Donc, bien entendu, là, on accompagne ce groupe à se relocaliser. Bien, merci beaucoup pour cette première période de débat. Fort probable que nous reparlerons du vivre ensemble parce que ça nous touche tous et toutes dans notre quotidienneté. Donc, passons maintenant vers notre deuxième thématique portant sur l'environnement. Enjeu majeur, et bien que les actions à grande échelle relèvent davantage des autres paliers de gouvernement, des actions concrètes reviennent aux municipalités. Pensons simplement à la protection des citoyens et des citoyennes, alors que les changements climatiques vont amener dans les prochaines années des conséquences encore plus importantes, en fait, sur les individus et notre quotidienneté. D'ailleurs, selon de récentes études, on estime qu'en 2050, à Montréal, il y aura entre 50 et 70 jours de canicule extrême, ce qui équivaut à presque toute la saison estivale. Donc, il est des plus urgents de parler de verdissement, d'îlots de chaleur et plus largement de transition écologique. Donc, sur ce sujet de l'environnement, c'est un sujet qui est très concret dans la réalité des individus et une des questions citoyennes qui revenait, qui était très importante, peut être ainsi formulée. Quelles sont les actions concrètes pour améliorer la propreté des espaces publics et aussi les actions concrètes pour améliorer l'accès à des jardins communautaires et des espaces de rafraîchissement l'été? Pour répondre à cette question, je laisse donc 1 minute et demie à Mme Mozerol. Oui, merci beaucoup. S'attaquer aux îlots de chaleur, en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ans. Il y en a énormément dans Centre-Sud. On subit énormément voyons, j'ai de la misère. Vous l'avez mentionné, il y a de plus en plus de périodes de canicule, mais dans les quartiers où il y a énormément de béton, c'est encore pire. Donc, l'objectif de verdir est fondamental et ça passe bien entendu par le réaménagement de nos parcs. Ça passe par, à chaque fois qu'on refait une rue, de s'assurer qu'on y intègre du verdissement. Ça, c'est fondamental. Puis après ça, il faut se doter de d'autres stratégies. Nous, on s'est engagé pour le prochain mandat là, à verdir 20 000 mètres carrés de plus. Ça passe aussi par l'accélération des ruelles vertes. Il y a des arrondissements qui sont très proactifs à cet égard-là. Là, on a mis le pied sur l'accélérateur pour venir verdir en partenariat avec les citoyens et les citoyennes nos ruelles parce que c'est vraiment des véritables milieux de vie puis ça peut être des havres de fraîcheur très importants. On a aussi mis en place quelque chose qui s'appelle le droit de préemption. Donc, c'est un droit de premier acheteur. Quand quelqu'un vend son terrain, la Ville se donne le droit de l'acheter en premier. On l'a fait pour le logement social, mais on l'a aussi fait pour les espaces verts parce qu'il y a des secteurs où il en manque. Donc, on a créé ce levier-là, le droit de préemption, pour s'assurer de pouvoir créer de nouveaux parcs. On a aussi un projet super intéressant qu'on veut continuer à mettre de l'avant qui s'appelle Accès Jardin. Et ça, c'est de discuter, dans le fond, avec des partenaires institutionnels ou des partenaires privés pour qu'eux rendent disponibles à la population leurs espaces. Puis en contrepartie, la Ville s'engage à les aménager, à les verdir, à s'en occuper. Merci beaucoup, Mme Mozerol. Un petit début. Monsieur Vaudrin, une minute et demie. Oui, je vais lire un peu parce que c'est mon deuxième débat. Fait que j'ai essayé de me préparer le plus, mais vous avez des sujets qui sont un peu larges. Fait que c'est assez impressionnant. Fait qu'une des affaires, nous, on veut faire, c'est adopter un budget carbone. Ce qui veut dire qu'à toutes les années, on va regarder le nombre de CO2 qu'on utilise pour l'ensemble de la ville et on va publier les résultats à toutes les années aussi. Ça fait qu'on va se faire checker. On va mettre des objectifs, puis on va se faire vérifier. Il y a aussi qu'on va favoriser la construction et la rénovation verte. Fait qu'on va inciter les gens à vraiment faire des toits verts, des toits blancs. On voit ici là, des toits noirs. Là, c'est vraiment ça attire la chaleur incroyablement. Fait que ça, c'est des choses qu'on veut changer, mais pas juste pour la population, mais pour la ville aussi. La ville, il faut qu'elle soit
un exemple. Aussi, on veut les certifications LEED là, pour que plusieurs bâtisses, les plus grosses bâtisses, pour qu'ils soient vraiment plus efficaces quand ça vient à l'environnement. On veut aussi interdire l'installation de systèmes de chauffage au mazout. Le mazout, comme on sait, ça ajoute beaucoup de carbone dans l'air. Fait que ça, on veut l'enlever dans la première année, puis même l'interdire après 2025. Fait que ça ici... Je vais vous arrêter Merci. là, ça fait 1 minute et demie. Excellent. On passe à une période de débat de 8 minutes. Je ne sais pas si Mme Mauserol, M. Vaudreuil, vous avez envie de rebondir peut-être? Ben, on peut continuer notre liste d'épicerie, là. Non, mais franchement, la transition écologique, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental, puis spécifiquement dans le Centre-Sud, comme on le mentionnait, où il y a énormément d'îlots de chaleur, puis où on subit aussi là, des anciens projets autoroutiers, des projets d'infrastructure qui ont vraiment créé des cicatrices dans le quartier. Donc, c'est important là, de vraiment venir décloisonner, désenclaver, puis ça passe par des réaménagements. D'ailleurs, suivez ma page Facebook. On annonce quand même là, quelques annonces là, en lien avec la transition écologique, le verdissement puis le réaménagement de certaines rues, là, dont entre autres la rue Follum, sur laquelle là, il y a vraiment, c'est un magnifique milieu de vie. Hein, il y a des écoles, il y a des CPE, il y a des foyers pour personnes âgées, il y a des institutions culturelles et cette rue-là, finalement, là, a besoin énormément d'amour. Donc, on s'engage là, à venir réaménager cette rue-là. On l'a fait sur Iberville, on l'a fait sur Partenay. Donc, ça, c'est vraiment une façon là, de venir verdir la ville. Je mentionnais les ruelles. Monsieur Vaudreuil parlait là, au niveau de la construction, oui, les toits verts et les toits blancs, c'est vraiment important. Ce qu'on se rend compte aussi, puis on a été confronté à ça dans les dernières années, on le sait, il y a une immense pression immobilière sur le quartier et souvent, les nouvelles constructions viennent couper des arbres matures et on n'avait pas beaucoup de leviers réglementaires pour contrer ça. Là, on est venu adopter des changements réglementaires pour protéger la canopée, non pas juste sur le domaine public, mais sur le domaine privé aussi, pour qu'on arrête de perdre des... L'idée, c'est qu'on veut créer de nouveaux espaces verts, mais on ne veut surtout pas perdre ceux qui existent déjà. Et l'autre chose qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a énormément de démolitions. Et ça aussi, là, on veut se donner vraiment des outils plus sévères pour mieux encadrer les démolitions parce que c'est avantageux des fois pour des propriétaires en ce moment de laisser aller à l'abandon leurs bâtiments, puis après ça, de les démolir pour reconstruire. Puis bon, non seulement c'est une perte de patrimoine, même si c'est du patrimoine modeste, c'est très important ce patrimoine-là dans le quartier, c'est une perte, mais au niveau écologique aussi, c'est beaucoup mieux d'entretenir un bâtiment déjà existant que de démolir. Donc, nous, on s'engage là, à venir travailler à cet égard-là aussi. C'est ça. Pour moi, tu sais, quand on parle de verdissement, il faut y aller logiquement aussi. Moi, je regarde la rue Partenay qui a été défaite et refaite cette année. Et j'étais assez déçu de l'administration pour faire ça. Pourquoi? Si on regarde sur la rue Partenay, où ce que ça a été fait, 70% de la rue du côté est, c'est la Sûreté du Québec. Et de l'autre côté, c'est Hydro-Québec. Fait qu'on a fait ça peut-être pour 30 ou 40 habitations. Quand on regarde, il y a des coins dans Sainte-Marie où l'asphalte est vieille. Il y a des nouvelles constructions. On aurait pu faire ça sur des places où on vient juste de finir de rénover ou changer les condos. La rue Partenay n'avait pas de besoin. La rue Follum, qui est juste à côté, n'a de besoin. Ça fait depuis 2002 qu'on dit qu'on va enfouir les fils électriques sur Follum, puis c'est pas encore fait. Puis c'est pas juste l'administration courante, c'est l'administration d'avant. Moi, c'est sûr que la rue Follum, ça va être une priorité. Parce que, comme Sophie a dit, il y a des écoles, des garderies, c'est une rue qui vit avec sa jeunesse, ses familles, les personnes âgées. Au niveau du verdissement, nous, on veut mettre des arbres sur toutes les rues. On le voit, il y a des îlots de chaleur incroyables. Puis un des gros îlots de chaleur, c'est les cours d'école. Puis là, vous allez dire, ouais, mais les cours d'école, c'est provincial. Monsieur Coderre et notre administration, on va aller demander au gouvernement du Québec pour prendre la responsabilité des écoles. Pourquoi? Premièrement, pour les îlots de chaleur, on va faire aussi des jardins communautaires dans les cours d'école et on va demander que
tous les stationnements puis les écoles, il y ait des certifications pour les stationnements. Je sais que dans les cours d'école, ce n'est pas des stationnements, mais ça va être des certifications éco-responsables. Ce qui veut dire que la ville va devenir comme une grosse éponge quand il va y avoir de la pluie et ça va devenir des îlots de fraîcheur à la place des îlots de chaleur. Est-ce que vous voulez répondre? Ben oui, en attendant que Québec vous donne de nouveaux pouvoirs, nous aussi, on l'a annoncé qu'on allait financer des projets dans les cours d'école. C'était une des premières annonces cet été là, à la rentrée scolaire. Donc, bien entendu, on veut accompagner la communauté scolaire à verdir leurs cours. On est en discussion aussi avec la SQ. On aimerait ça qu'ils verdissent leur stationnement eux aussi. Ceci dit, peut-être un petit rectificatif là, sur les rues. Des fois, on a l'impression que les rues sont bien belles, mais c'est là en dessous. Hein, on a des infrastructures de l'eau à réparer. Quand on va ouvrir une rue, on n'y va pas pour le fun parce qu'on a décidé que ça nous tentait d'aller. On suit la logique là, en fonction des réaménagements qui doivent être faits puis des changements de tuyaux qui doivent être faits. Malheureusement, on subit un déficit d'infrastructures qui est assez majeur là, au niveau de nos infrastructures de l'eau. C'est plate, là, je sais, il y a beaucoup de travaux puis ça tente beaucoup les gens, mais pendant près de 30 ans, là, il y a eu des déficits au niveau des travaux d'infrastructures de l'eau. Donc là, on rattrape. Ceci dit, contrairement à l'administration de M. Coderre, qui précédemment refaisait souvent les rues à l'identique, mais nous, on saisit chaque opportunité de refaire une rue pour la réaménager et on le fait en partenariat avec les citoyens. Donc, dans le cas de la rue Partenay, il y a eu des consultations, les gens ont pu se prononcer sur le projet, ont pu soulever leurs préoccupations et c'est un projet qu'on a fait collectivement, comme tous les projets qu'on fait, qu'on essaie de faire toujours avec la communauté. Je tiens aussi... Oh. J'aurais envie, oui, parce que là, il nous reste 2 minutes, un peu moins. J'ai envie de vous ramener sur la thématique de l'environnement. On parle beaucoup d'aménagement urbain, en fait, en ce moment. La prochaine thématique. Il y avait une question, je ne me pense pas que vous ayez répondu pour la propreté des espaces publics. Ça a été un peu décrié, là. Est-ce que quelqu'un, peut-être M. Vaudrin, voudrait prendre la parole? Mais là, vous n'aimerez pas ma réponse. Ah, c'est pas pour moi. Parce que, en fait, les endroits qui sont bien aménagés, quand on réaménage des endroits, quand les citoyens se réapproprient les espaces, souvent, on note une très grande amélioration au niveau de la propreté. C'est un défi, la propreté en ville. On y travaille, on a bonifié beaucoup, entre autres, là, la réponse du 3.1, le temps de réponse au 3.1. Tu sais, des fois, on appelle à la ville, on a un peu l'impression que c'est la maison des fous d'Astérix, là, pour prendre un exemple là, que M. Vaudrin mentionnait hier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé puis qu'on s'engage à faire. Nous, on veut bonifier le service aux citoyens. Là, on a fait une annonce en ce sens, Projet Montréal, dans Ville-Marie, pour vraiment venir accélérer ce type de demande-là et s'engager là, à travailler à des secteurs spécifiques quand, justement, il y a une problématique qui est récurrente. Parfait. J'aimerais laisser la dernière minute. Oui, bien, dans la dernière campagne, Mme Plante a dit que les graffitis, c'était vraiment pas fantastique là, dans une ville comme Montréal. En m'en venant ici, j'en ai compté 64 graffitis. C'est incroyable. Moi, je vis ici à Sainte-Marie. Je le vis à tous les jours. Puis, ces graffitis-là, ils n'ont pas été installés hier. Là. Ça fait des mois et des années que c'est là. Nous, on veut les enlever, ces graffitis-là. Puis, pas juste dire qu'on va les enlever, on va les enlever. C'est un polluant visuel. Il y en a assez là, qu'on ne les voit même plus. Il y a aussi dans les parcs, qu'est-ce qu'on va faire, c'est installer des poubelles qui se ferment. Fait qu'à la place que quand il y a des grands vents, là, les poubelles s'en vont tout partout, puis là, on a besoin d'équipes supplémentaires pour ramasser les poubelles, bien, les poubelles, ils vont être dans les poubelles. C'est ce qui met fin à notre 8 minutes de débat. Merci. Donc, je vous rappelle évidemment en ligne que vous pouvez poser vos questions via le Google Form qui se retrouve en lien dans la section commentaires. Nous y reviendrons dans la deuxième partie du débat. Donc, nous passons à la troisième thématique sur les aménagements urbains. On a parlé un peu des aménagements routiers. Donc, pas besoin de vivre dans le centre-sud. Il suffit d'y passer de manière régulière pour constater que depuis les dernières années, on vit une transformation rapide de ces infrastructures et de ce qui le compose. Et des projets d'envergure sont également présents sur le territoire, comme par exemple l'arrivée très prochaine des travaux du REM de l'Est. Pour cette thématique, le comité Mobilisation Ville-Marie REM nous a soumis cette question.
Le réseau express métropolitain, connu sous le sigle REM, est un nouveau projet de transport qui comptera pour l'instant 32 km de corridor partant de la place Ville-Marie vers Pointe-aux-Trembles. Dans sa forme actuelle, le tracé du REM suivra la rue Notre-Dame avec, entre autres, 2 ou 3 stations qui s'arrêteront directement dans Centre-Sud. En 2017, la Ville de Montréal n'avait pas pris en considération le rapport du BAP au sujet du REM de l'Ouest, le BAP étant le Bureau d'audience publique en environnement. À l'époque, on disait ne pas vouloir retarder les échéanciers du chantier. Alors que le projet du REM de l'Ouest s'achève et que nous prenons connaissance de l'ampleur des lacunes du projet, le comité Mobilisation Ville-Marie REM se demande maintenant comment votre parti s'engage à ne pas répéter les erreurs du passé. Qu'exigera votre parti du gouvernement provincial avant que celui-ci émette les autorisations pour la construction du projet afin que CDPQ Infra suive les recommandations que le BAP formulera au sujet du projet du REM de l'Est? Une question très complexe. Je laisse à M. Vaudrin 1 minute et demie pour y répondre. Nous, à Ensemble Montréal, on reconnaît qu'il faut donner la chance au monde de l'Est, Nord-Est et de l'Est à venir au centre-ville. On le voit tous les matins, puis tous les soirs, là, sur la rue Notre-Dame, c'est congestionné à bloc. Puis encore plus, là, dans ce temps-ci, on voit avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui est fermé. Pour nous, c'est important d'avoir des études indépendantes qu'on va être capable de faire. La Ville va aller chercher ces études-là directement. On ne peut pas se fier directement à CDPQ Infra. Pour ces informations-là, il faut que nous, on aille les chercher directement. Et on ne va pas juste aller les chercher, on va les produire, puis on va les partager avec la population de Montréal. Ce projet-là, ce n'est pas un projet là, qu'on dit ça va juste durer 10 ans, 15 ans. C'est un projet 100 ans, renouvelable un autre 100 ans. Fait que c'est presque 200 ans. Fait que si on prend des décisions, il faut prendre des décisions éclairées. Il faut regarder l'effet que ça peut avoir sur le métro actuel, les arrondissements, les quartiers. C'est très important pour nous d'avoir toute l'information avant d'aller de l'avant. Mais, ceci dit, c'est un projet du gouvernement du Québec. Fait que c'est sûr qu'on va être à la table, mais il faut avoir toute l'information. Parfait. Merci beaucoup, M. Vaudrin. Maintenant, Mme Mosrol, 1 minute et demie. Oui, merci. Ben oui, c'est un projet du gouvernement du Québec, mais c'est quand même sur le territoire de Montréal, donc on devrait avoir notre mot à dire à cet égard-là. Oui, bien entendu, pour du transport en commun, oui, pour des projets de transport structurants. Ça fait des années qu'on n'a pas eu des investissements aussi majeurs en transport en commun. Oui, pour désenclaver certains quartiers qui ont bien besoin d'alternatives à l'auto solo, comme dans l'est de Montréal. Ceci dit, pas à n'importe quel prix. Et nous, ça a été très, très clair dès le début, d'une part, que, bien entendu, que nous, on va respecter le rapport du BAP, là, contrairement à ce qui a été fait en 2017 sous l'administration précédente, mais au-delà du BAP, on voulait s'assurer, nous, qu'il y ait des consultations publiques, que la population puisse poser toutes les questions, que la population puisse partager leurs préoccupations. Ça prend une acceptabilité sociale pour qu'il y ait ce projet-là, c'est fondamental. Et nous, on a aussi demandé à CDPQ Infra et au gouvernement du Québec de mettre en place un comité aviseur. On voulait s'assurer qu'il y ait des experts qui soient capables de se pencher sur ce projet-là. Et le comité n'a pas encore remis son rapport, mais nous, bien entendu, on veut avoir ce rapport indépendant avant de poursuivre par rapport à ça. L'autre chose, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le PPU des Faubourgs. Ça a été quelque chose... Ah, bien là, j'aurai pas le temps de parler du PPU des Faubourgs. Ah non! Dans la conversation après. Okay. Bon, bien, on y va avec le 8 minutes de débat alors. Est-ce que M. Vaudrin voudrait rebondir ou on laisse Mme Mosrol terminer? Bien, je terminerai peut-être juste en mentionnant justement que nous, quand on a discuté avec CDPQ Infra, c'est quelque chose qu'on leur a communiqué très rapidement. On ne veut pas que le PPU ait à s'adapter au REM, on veut que le REM s'adapte au PPU. Le PPU, c'est un programme particulier d'urbanisme, donc ça a été un grand chantier pour réfléchir à comment on allait développer ce secteur-là, qui est un secteur, vous le mentionnez, qui est en grande transformation, avec le site de Molson, le site de Radio-Canada, entre autres, le site des Portes Sainte-Marie, là où il y avait Cavalia,
près du pont. Donc, on voulait vraiment... Puis, on voulait profiter de cette réflexion-là pour justement venir faire un boulevard urbain sur Notre-Dame plutôt qu'une autoroute, pour redonner l'accès au fleuve aux citoyens et citoyennes. Ça fait des années qu'il y a des citoyens dans le Centre-Sud qui militent pour un meilleur accès au fleuve, puis avec raison. Et là, en ce moment, c'est très difficile de s'y rendre et d'en profiter. Donc, saisir cette opportunité-là du PPU pour se réapproprier les berges, travailler sur la bonification des vues et tout ça. Et donc, on a ce projet-là qui est un projet de transport qui est intéressant, mais pour lequel il manque énormément de réponses. Et nous, ce qu'on a réitéré à CTPQ, c'est qu'on veut absolument que le scénario du souterrain soit étudié. Au début, on nous a dit que c'est impossible, le scénario du souterrain, puis quelques mois plus tard, on se rend compte qu'à force de travail, ils ont réussi à trouver la solution là, pour le centre-ville. Donc, on veut vraiment que ce travail-là soit fait. C'est ça. Bien, nous, le PPU des Faubourgs, je l'ai lu, là, je pense que je suis rendu à ma 4e lecture. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de super beaux projets là-dedans. Mais c'est de l'exécuter. Il faut être capable d'exécuter qu'est-ce qu'on va faire. Quand on regarde pour le REM, je sais que c'est excessivement compliqué. Vu que je reste là, je comprends les enjeux au niveau des égouts puis tout ça, là, ça arrive au bout de chez nous. On le sait parce que chez nous, on a des refoulements d'égouts, on a regardé tout l'ensemble des égouts. Je sais que c'est plate de parler d'égouts là, quand on parle d'infrastructure, mais ça fait partie de ça aussi. Quand on ne se rend pas compte que des égouts existent en ville, on est très content. Oui, c'est l'inverse. Là, que ça exactement. Puis nous, ça fait au moins 2 fois qu'on se rend compte que ça ne marche pas tout le temps. Fait que c'est pour ça que quand que CDPQ Infra nous dit que c'est compliqué, on le sait que c'est compliqué. Ceci étant dit, nous autres ici, on aimerait ça. Puis j'ai plein d'amis qui restent sur la rue René-Lévesque. J'ai le boulevard Notre-Dame, c'est au coin de chez nous, littéralement. C'est sûr que je ne vais pas me lever à tous les matins pour regarder un REM passer à toutes les 10 minutes, 5 minutes, etc. Fait que on veut avoir des réponses. On veut être là aussi à la table pour discuter. C'est nous. C'est notre métropole, c'est nos terrains, c'est notre ville, c'est nos quartiers, on devrait être à la table aussi pour voir qu'est-ce qui se passe exactement, puis pas juste réagir quand que CDPQ Infra dit quelque chose. On va être là quand c'est discuté. Ceci dit, à cet égard-là, moi, j'aurais peut-être une question pour M. Vaudrin, parce que ce matin, on a appris que la Caisse de dépôt et placement allait en appel d'offres, dans le fond, pour le projet, et on était extrêmement préoccupés et perplexes parce qu'il y a énormément de questions qui demeurent en suspens. On le mentionnait, nous, on a mis en place un comité aviseur auquel la CDPQ participe pour fournir l'information et tout ça, qui n'ont pas encore fourni leur rapport. Donc, on trouve ça un petit peu précipité et il y a encore des questions d'intégration urbaine qui demeurent par rapport à ce projet-là qui sont très importantes. Et voilà, ça nous a un petit peu pris de court et on est un petit peu préoccupés par ça. Et la réaction, ceci dit, de M. Coderre, ça a été de dire, on va accélérer, nous comme équipe, on va accélérer l'arrivée du REM. Donc, j'ai de la misère à concilier comment, d'un côté, vous dites, vous allez faire des études indépendantes, vous allez faire toutes sortes de réflexions, vous allez vous-même financer ces études-là et tout ça, avec le fait que M. Coderre, d'un autre côté, dit, on va non seulement, nous, on trouve que ça va déjà un peu trop vite, mais M. Coderre qui, ce matin, disait, on va accélérer encore plus l'arrivée du REM. En préambule, c'était mentionné qu'en 2017, M. Coderre a fait fi, finalement, des recommandations du BAP pour ne pas ralentir le projet. Et là, on se retrouve dans un contexte où, là, c'est 2.0. Nous, on a ces préoccupations-là, on a des attentes, on veut qu'il y ait des réponses. Puis, d'un autre côté, il y a votre chef qui dit « Ah non, on accélère le projet du REM ». Donc, j'ai juste la difficulté peut-être à saisir un peu comment ça va s'articuler tout ça, là. Je peux comprendre votre difficulté. Moi, quand on travaille ensemble, ça va plus vite. On le sait. Puis, quand on dit « nous » et « vous » et « le » et « whatever », ça ne marche pas. Ça prend beaucoup de temps. On a des surprises, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand on travaille ensemble, ça marche. Puis, je sais, pour des gens, ça travaille mieux quand ils se battent contre quelque chose. Moi, ce n'est pas mon style. Moi, j'aime mieux quand on construit ensemble. Pas juste...
le CDPQ en FRA contre la ville, contre Québec, contre le fédéral, whatever. Non, qu'on travaille ensemble. Quand on travaille ensemble, on comprend les enjeux plus rapidement. On est capable de sonder les gens plus rapidement. On est capable de se faire confiance. Moi, c'est pour ça. C'est de la façon que je travaille, puis c'est de la façon que moi, je pense qu'on devrait travailler à la ville. Pas avoir des silos, puis dire que c'est un contre l'autre, les ressources humaines contre, je ne sais pas, la voirie. C'est tout le monde ensemble qui travaille. Puis je sais que peut-être ma position n'est pas si populaire que ça, mais je pense que les gens, ils sont tannés d'avoir à gauche, à droite, et ça se bounce. Qu'on travaille ensemble, qu'on aille voir les gens, qu'on parle avec. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes là, qui ils ont une peur incroyable du REM. Bien, qu'on les écoute, qu'on écoute leur enjeu. C'est juste ça. Puis un coup, si on les écoute ensemble, puis je sais que le CDPQ Infra a fait des audiences publiques, là, j'étais pas impressionné. Parce que même moi, j'ai essayé de demander des questions qui étaient logiques, puis on ne m'a même pas écouté. Fait que je comprends la question de Mme Mazerolle, mais pour moi, il faut travailler ensemble, pas dans des silos. Mais moi, j'ai envie de vous poser, aller un peu plus loin parce que des fois, c'est mélangeant pour les gens qui prennent les décisions. C'est des gros dossiers, il y a beaucoup d'acteurs. Comment peut-on faire à la Ville de Montréal de s'assurer que les inquiétudes des citoyens soient répondues dans ce projet-là? Bien, déjà, nous, on a forcer ou en tout cas encourager vivement la CDPQ à tenir des consultations pour que justement les citoyens puissent parler, puissent communiquer leurs préoccupations et tout ça. On a mis en place ce fameux comité aviseur. On aimerait ça avoir les réponses de ce comité aviseur-là avant que le projet se poursuive. C'est un défi, puis je pense que M. Vaudreuil le mentionnait, l'idée c'est bien entendu de travailler ensemble, mais je pense que c'est notre responsabilité comme élu municipal de porter les préoccupations des citoyens auprès du gouvernement. C'est une grosse machine, la CDPQ, puis ils n'ont pas tout nécessairement la sensibilité de voir comment ça s'intègre une grosse structure comme ça dans des quartiers habités, là. Donc nous, c'est ça notre rôle. Donc oui, à travailler ensemble, mais d'abord et avant tout à porter la voix des citoyens et des citoyennes auprès du gouvernement du Québec puis auprès de CDPQ Infra pour s'assurer que ce projet-là respecte les milieux dans lesquels il s'intègre. Parfait. Je vous laisserai même chose. OK, ben c'est ce qui met fin à la... Des fois, on est sur la même longueur d'onde que ça. Oui, parfois. On ne peut pas toujours être en chicane, là. Donc, c'est ce qui met fin à la troisième thématique. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez poser vos questions en ligne via le Google Form qui est dans les commentaires du Facebook Live. Donc, pour la quatrième thématique, nous passons des aménagements urbains vers le logement. Alors que Montréal a connu l'une des pires crises du logement depuis les 20 dernières années, il est plus urgent que jamais de parler de logement social et communautaire qui permettent en fait de limiter la pauvreté des citoyens qui y vivent grâce à l'offre locative abordable. Donc, pour cette question, le comité Logement Ville-Marie nous a soumis leurs questions. En juin dernier a été déposé, nous en parlions, le programme planifié en urbanisme des faubourgs, connu sous le nom PPU des faubourgs. Un PPU est en fait un exercice de planification qui permet de définir une vision d'ensemble pour un territoire donné en précisant les intentions d'aménagement de ce territoire. Donc, la question: quel engagement comptez-vous prendre pour que tous les grands sites situés sur le territoire des PPU des faubourgs comprennent au moins 20 de logements sociaux sur site? Nous pensons évidemment à la brasserie Mossune, à l'Esplanade Cartier et au quartier des Lumières. Et comment allez-vous vous assurer que la répartition et le phasage de ces projets soient intégrés à un accord de développement signé par le promoteur et la Ville de Montréal? Donc, deux questions très complexes. J'inviterai Mme Mazerolle à user de son 1 minute et demie pour y répondre. Oui, bien, merci beaucoup. En fait, on a mis en place le PPU des faubourgs, mais une des très grandes réalisations, je pense, de notre administration puis de ce premier mandat, c'est le fameux règlement pour une métropole mixte. Donc, ce qu'on appelle en fait le 20-20-20, qui est justement de venir imposer à tous les promoteurs, à tous les constructeurs immobiliers de faire, grosso modo, là, il y a des modalités, mais 20 de logement social, 20 de logement abordable et 20 de logement famille. Donc, les ententes de développement, elles étaient nécessaires avant
avant parce qu'on n'en avait pas des leviers. Et le marché nous disait depuis des années, on va s'auto-réguler, vous allez voir, ça va marcher. Et on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a eu un laxisme dans les dernières années, mais un laxisme majeur pour un dossier qui est fondamental, qui est le droit de se loger, qui devrait être une priorité absolue, mais un laxisme, fait en sorte qu'on se retrouve à devoir rattraper le temps perdu puis à devoir ramer et tout ça. Et donc, ces ententes de développement-là qui sont mentionnées dans la question étaient nécessaires pour pouvoir essayer de convaincre du mieux qu'on pouvait les promoteurs à développer du logement social ou du logement abordable. Et là, ce qu'on est venu faire avec le règlement pour une métropole mixte, bien, c'est venir fixer puis de le rendre obligatoire partout. Donc, la question ne se pose plus. L'entente de développement, elle n'est plus nécessaire parce que ce règlement-là existe et il est contraignant et il force les projets à se doter de logements sociaux abordables et familiaux. Dans le cas spécifique, ceci dit, de Radio-Canada, là, il y a, comme l'entente date d'avant, il y avait une entente de développement, mais on pourra rentrer dans le détail après. On pourra revenir évidemment sur ce projet important, M. Vaudreuil. C'est ça. Pour nous, que ce soit 15 %, 20 % ou 50 %, ça ne dérange pas. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je travaille avec des constructeurs, ça fait des années que je fais des sites web, etc. pour eux autres. S'ils sont capables de sauver une pièce, ils vont le faire. En ce moment, avec un programme comme celui qui a été proposé par l'administration en place en ce moment, les constructeurs sont en train de se tourner vers l'extérieur de Montréal. Fait que, à place de faire des logements ici, ils sont en train de chercher d'autres places pour le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de sauver cette pièce-là. Nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est d'aller avec l'ensemble de la communauté urbaine de Montréal, mais comme l'extérieur de Montréal, la couronne aussi de Montréal, puis avoir 15 % sur l'ensemble de ce territoire-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait, il y a des métros à cette heure à Longueuil, il y en a à Laval. Fait que si ces constructeurs-là sont capables de sauver une scène, ils vont le faire. Nous, on ne veut pas faire ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'étalement urbain. Puis à place de créer des logements ici au centre-ville ou sur l'île, ben, on va les faire en quelque part d'autre. Fait que c'est une des priorités qu'on a pour nous, c'est de rassembler tout le monde, avoir encore, ensemble, on va y aller plus loin, et d'avoir 15 %, mais sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui conclut parfaitement le 1 minute et demie. On passe maintenant à la période de débat pour 8 minutes. Madame Mosserol, vous voulez rebondir? Ben oui, j'aimerais peut-être juste corriger quelque chose que M. Vaudreuil vient de dire, parce que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup quand on a annoncé qu'on allait mettre en place le fameux 20-20-20. Si vous faites ça, les promoteurs vont s'en aller, il n'y a plus personne qui va vouloir construire à Montréal. C'était d'ailleurs beaucoup les promoteurs qui nous disaient ça, parce que, M. Vaudreuil l'a dit, plus il y a de contraintes, moins ils aiment ça, parce que, bon, ultimement, ils ont des objectifs de rentabilité. Or, c'est pas ça du tout qui est arrivé. On est en pleine pandémie. Il y a un boom immobilier énorme. Le marché va extraordinairement bien et les projets lèvent de terre. Donc, le fait qu'on ait mis en place le 20-20-20 sous prétexte que ça favoriserait l'étalement urbain parce que les gens ne construiraient plus à Montréal, bien, on constate que ce n'est pas le cas du tout. Donc, je pense que c'était fondamental qu'on mette en place des mécanismes pour forcer la création de logements sociaux puis de logements abordables. C'est pas vrai que le marché s'autorégule, puis on le vit, là, puis j'imagine que vous le voyez en porte-à-porte, là, la pression, elle est énorme partout à Montréal, mais particulièrement dans le centre-sud. On est dans un ancien quartier industriel, il y a encore des personnes, tu sais, il y a encore des poches de pauvreté, il y a encore des personnes qui vivent avec des revenus modestes, mais on est à un jet de pierre du centre-ville, donc la pression, elle est énorme. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est d'une part, bien, préserver le parc locatif actuel. Il faut combattre les rénovictions, entre autres. Donc, nous, on a mis en place des règlements. On a modifié notre règlement local pour contrer les rénovictions. On a annoncé qu'on allait accompagner la création de 60 000 logements abordables pérennes dans le temps. Donc, s'assurer de contrôler l'augmentation de loyer dans le temps. Donc, ce qui est fabuleux avec ces logements abordables-là, c'est qu'ils vont l'être dès le début, mais plus le temps va passer, plus ils vont être abordables parce qu'on va les avoir sortis de la logique spéculative du marché. Donc, on n'a pas tous les leviers à la Ville de Montréal, on n'a pas tous les outils, mais on a mis
toutes les dispositions qu'on peut en place, on crée des nouveaux outils, on fait du mieux qu'on peut, mais évidemment aussi, ça va nous prendre l'aide des autres paliers de gouvernement parce que l'habitation, malheureusement, c'est une compétence qui est partagée. La Ville de Montréal n'a pas tout l'argent pour financer le logement social et ça fait des années qu'on demande à Québec qu'ils débloquent des nouvelles unités. Alors, j'invite tout le monde à interpeller aussi leurs élus provinciaux pour nous accompagner là-dedans parce qu'on a besoin de sommes pour faire du logement social abordable, s'assurer que tout le monde ait un toit dans Centre-Sud, mais sur l'île de manière générale. M. Vaudreuil? 60 000, c'est un beau chiffre. J'adore ce chiffre-là. Parce que c'est un chiffre qui est plus gros. Le projet Montréal avance un chiffre qui est beaucoup plus gros de 10 000 qu'Ensemble Montréal. Mais 60 000, si j'écoute Mme la candidate à la mairie, c'est sur 40 ans. Nous, 50 000 logements, c'est sur 4 ans. C'est pas comme dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 mandats, c'est vraiment là. Et quand que vous parlez que toutes les bâtisses qui montent en ce moment, ce n'est pas des bâtisses qui ont été bâties sur le 20-20-20, c'est des bâtisses qui ont été bâties sur l'ancien programme. Puis là, je sais, vous en tout cas. Mais c'est ça. Fait que les 50 000 logements, il y en a beaucoup pour les familles, il y en a pour les sans-abri, il y en a pour les personnes à loyer modique. Excusez, là. Il y a aussi, on va avoir une création d'un projet mixte sur le site de l'ancienne gare des l'îlot voyageurs, qui aura des logements pour les étudiants et des logements sociaux. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment accélérer la mise en place de ces logements-là. C'est sûr que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va avoir encore besoin des logements, mais des logements abordables, mais c'est aujourd'hui qu'on a une crise, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on va utiliser le droit à la préemption. Ça, c'est un droit là, qu'on a été chercher avec l'administration Coderre il y a 5 ans. Puis ça, c'est vraiment un outil incroyable. Pour chaque bâtisse qui est vendue, chaque terrain qui est vendu à Montréal, la Ville a le droit en premier de dire si elle veut ce terrain-là pour faire des logements. Puis on va l'utiliser, c'est certain. Oui, peut-être rectifier 2 petites choses. Le règlement pour une métropole mixte a quand même été adopté en avril, donc il y a quand même plusieurs projets qui déjà sortent de terre, qui sont soumis à ce règlement-là. Bien entendu, on va voir les fruits de ce règlement-là dans les prochaines années, mais il est déjà en place et il fonctionne déjà. Deuxième chose, le fameux 40 ans, c'est pas sur 40 ans qu'on va mettre les projets en place. 40 ans, c'est la durée de l'abordabilité, donc de la pérennisation de l'abordabilité. Donc, on n'a jamais annoncé que ça allait nous prendre 40 ans de mettre en place ces 60 000 bâtiments-là. Là. Mais vous avez dit 10 ans. Ben non. Vous avez dit 10 ans pour les mettre en place. 10 ans, c'est pas 40. Là. Mais c'est un projet de 40 ans, mais ça va prendre 10 ans à les mettre en place. Mais j'avais juste une petite... ça prend un certain temps à faire les choses, mais pas 40. Il faut quand même dire les vraies choses. Ceci dit, moi, je me questionnais parce que vous me semblez sensible au fait que véritablement une crise du logement, que les gens ont vraiment de la misère à se loger dans le quartier. Puis je me demandais, nous, ça fait des années qu'on demande au gouvernement du Québec de mettre en place un registre des baux. Puis ça lève pas. Fait qu'on s'est tanné, puis on s'est dit, ben écoute, on va le faire nous-mêmes. Fait que nous, on s'est engagé à mettre en place un registre des baux qui va venir avec une certification qui va s'assurer, qui va permettre aux gens de s'assurer de payer le juste prix pour les loyers, puis s'assurer aussi de contrer les rénovictions, parce que quand on sait avec cette certification-là qu'on va mettre en place, par exemple, l'état d'un bâtiment, ben, les propriétaires pourront plus venir dire mon bâtiment est tellement magané, il faut tout que je le strippe, puis là, ils font semblant de faire, par exemple, là, des rénovations majeures, puis dans le fond, on le sait, c'est juste un leurre, puis c'est une façon de déménager les gens. Donc, pourquoi votre équipe ne s'engage pas à faire un registre des baux qui est contraignant? Vous savez qu'on va faire un registre des baux aussi, mais il y a une autre affaire qu'on va faire aussi. Pour les propriétaires que ça fait plus que 20 ans, qui ont des bâtisses qui ont plus que 20 ans, on va leur demander de valider la salubrité de leur building. Pourquoi? Parce qu'on le sait.
Quand, comme que vous dites, les propriétaires ils disent ben moi, je vais le laisser aller, puis dans 5 ans, là, je vais faire des grosses rénovations, puis je vais être capable de faire des rénovictions, ben ça ne marchera plus. Parce qu'on va, au fur et à mesure, valider la salubrité des édifices. Et les propriétaires qui n'auront pas des édifices salubres, ben à ce moment-là, le taux de taxation va augmenter sur ces édifices-là. Fait que ça va être un frein à eux autres de laisser les buildings à l'abandon, parce qu'on le sait, même pour l'environnement, c'est bon, là, on ne veut pas mettre les buildings à terre et les refaire. Et qu'est-ce que ça va assurer aussi, c'est que les gens vont être capables de vivre dans dignité. Parce qu'ils ne vivront pas dans des vieilles affaires là, où c'est en train de tomber en désuétude. Là. Est-ce que vous voulez le 20 dernières secondes? Ben oui, peut-être juste clarifier que le registre des baux que l'équipe Codar a annoncé, c'est un registre des baux qui est sur une base volontaire. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça s'appelle monloyer.québec. Puis, on voit que ça ne fonctionne pas. Là, pour qu'un registre des baux fonctionne, il faut Mais la qu'il soit salubrité, contraignant. ça sera pas optionnel. Ça va être pour tous les propriétaires. Parfait. Donc, c'est ce qui met fin, en fait, à notre dernière période de débat pour la première partie. Je tiens vraiment à remercier les précieux organismes qui nous ont soumis leurs questions, parce que les organismes sont souvent, pour la communauté, auprès des organisations politiques, une voix. Voilà. Donc, c'est à votre tour, en ligne, en salle, de prendre la parole. On me dit que nous avons reçu plusieurs questions. Nous avons donc procédé au hasard pour connaître les questions sur lesquelles nous allons maintenant discuter. Je rappelle, la formule reste la même. Les candidats auront 1 minute et demie par question pour y répondre et s'en suivra une période de débat de tout au plus 8 minutes. Pour la première question du public, c'est en fait les Amis du courant Sainte-Marie, un regroupement citoyen, qui nous formule cette question. La vue du fleuve est trop souvent bloquée par les activités ferroviaires du port devant le parc du Pied du Courant depuis l'utilisation des conteneurs doubles il y a plus de 30 ans. Depuis quelques années, les Amis du courant Sainte-Marie proposent des avenues et des pistes de solutions afin de remédier à ce problème et enfin offrir un accès tant désiré par les citoyens. À titre d'exemple, la réorientation de l'embranchement du chemin de fer du Canadien Pacifique pour libérer les voies ferrées à l'ouest de la rue Frontenac, l'accès à un port-plage sur un quai devant le parc du Pied du Courant via une passerelle au-dessus des voies ferrées, plusieurs propositions de belvédère dans le parc du Pied du Courant. Donc, la question étant, que proposent les candidats et les candidates du district de Sainte-Marie pour améliorer l'accès des citoyens au fleuve dans leur prochain mandat? La question ira donc à M. Vaudrin en premier pour 1 minute et demie de réponse. La première chose, pour cette section-là, en ce moment, on n'a pas un plan spécifique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans ce coin-là. On est supposé de changer l'embranchement là, pour l'autoroute Ville-Marie. On est supposé de regarder aussi pour la station de pompage Craig, qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est un enjeu qui est sur le bord de tomber. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut regarder ça. Et l'accès au fleuve, une des choses qu'on va faire en premier, puis je sais que c'est un peu loin là, de Sainte-Marie, mais c'est une première étape, c'est de demander au gouvernement fédéral pour reprendre la responsabilité du vieux port. Et ça va être une première étape, parce que si on veut avoir accès au fleuve, ben, il faut être capable d'avoir une vue d'ensemble sur tout le fleuve au complet. Fait que pour nous, c'est la première étape. Si vous restez encore 25 secondes. Puis bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux. Là. Quand on parle du port, quand on parle de CP, CN, l'Association des compagnies ferroviaires du Canada, c'est tous ces gens-là là, qui sont sur cet enjeu-là. Puis encore, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est travailler ensemble. Mais tout mettre ce monde-là dans la même pièce en même temps, ça va être un peu difficile. Bien, merci beaucoup, Mme Moserol. Vous avez 1 minute et demie.
Oui, bonjour aux amis du courant Sainte-Marie, merci pour la question. Nous, on s'est engagé, là, bon, on a déjà dans le premier mandat là, réaménagé le parc Pied du Courant, qu'on a nommé aussi Pied du Courant à leur demande. Ça faisait longtemps que c'était demandé. Et on s'est engagé là, pour le prochain mandat, en fait, à quadrupler la taille du parc Pied du Courant actuel. Donc, pour venir y intégrer là, le secteur qui est le village au Pied du Courant et le secteur qu'on appelle la Friche qui est à côté. On s'est engagé aussi là, à mettre en place une promenade riveraine là, pour relier le Vieux-Port là, jusqu'à ce secteur-là. Et on s'est engagé, bien entendu, là, à travailler avec les différents partenaires que M. Vaudrin a nommés pour travailler là, sur un accès au fleuve. C'est pas évident. Effectivement, on n'est pas chez nous. C'est des terrains qui appartiennent au CP. Mais dans la foulée du PPU des Faubourgs, un des engagements, c'était de mettre en place un comité de gouvernance pour la mise en œuvre de ce PPU-là. Et comme effectivement, il y a énormément d'acteurs, mais dans ce comité de gouvernance-là, on s'attend à ce que les gens puissent venir s'asseoir autour de la table. Moi, je m'engage à rencontrer le CP aussi pour leur faire part de ces préoccupations-là. On veut vraiment là, travailler très fort. Et il était question d'un belvédère aussi. Donc, à tout le moins, là, pour que les gens puissent monter puis avoir des vues là, entre-temps. Donc, on s'est engagé aussi là, à voir si on ne pourrait pas mettre en place un belvédère ou voire même une plage publique là, sur le secteur du parc Pied du Courant. Parfait. Dans les temps, 1 minute et demie, on va maintenant passer une période de débat de 8 minutes. Je ne sais pas si un de vous deux veut rebondir, mais je dirais en commençant que c'est un sujet très, très, très important pour Sainte-Marie depuis des années. Comment peut-on faire? Bon, à court terme, ça peut être difficile pareil, mais ça fait tellement longtemps. Puis on le dit, là, il y a plusieurs acteurs sur ce territoire-là. Comment on peut faire pour donner un accès au fleuve d'ici les 4 prochaines années, peut-être? Je pense qu'on a répondu. C'est excessivement difficile parce que, comme Sophie a dit, on n'est pas chez nous à cette place-là. C'est sûr qu'il faut s'asseoir puis parler avec les gens. Puis je sais qu'il y a déjà eu des discussions dans les années précédentes là, avec le CP. Mais c'est pas juste le CP aussi. Il y a, comme ces espaces-là sont utilisés quotidiennement. Là. C'est la nourriture de Montréal, c'est nos meubles qu'on reçoit, des tapis, tout passe par là. C'est le port de Montréal. Les grains de l'Ouest, ils passent là. Fait que c'est pas un enjeu très simple. Là. On peut pas juste dire demain matin, on fait ça. Mais c'est sûr qu'il faut y travailler. Bien, je rebondirais peut-être juste en mentionnant que de démocratiser l'accès à nos berges, c'est quelque chose qui, à Projet Montréal, nous tient vraiment, vraiment à cœur. Puis on a quand même eu de francs succès. Là. On a inauguré la plage de Verdun. On a annoncé aussi là, qu'il y aurait baignade et activités nautiques là, au parc Bellerive, donc qui est un petit peu plus à l'est. Et contrairement à Ensemble Montréal, nous, dans la Chine, on a décidé de se réapproprier cet espace-là qui était utilisé par quelques personnes qui étaient même pas nécessairement des Montréalais là, qui parquaient leurs bateaux dans la marina de la Chine pour en faire un magnifique parc pour le bénéfice des citoyens et des citoyennes, pour permettre les activités nautiques, pour permettre aux enfants de pouvoir se baigner, pour pouvoir permettre aux familles de pouvoir avoir un accès à l'eau, avoir un accès au sport et de ce fait rendre le loisir plus intéressant, mais aussi préserver l'érosion des berges, donc protéger nos berges en mettant en place des parcs nature. Donc oui, le défi est grand dans Centre-Sud, mais c'est vraiment quelque chose là, de se réapproprier notre insularité puis de donner l'accès aux berges. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à Projet Montréal. Est-ce que vous voyez une manière concrète, un projet qui pourrait fonctionner, qui pourrait... Parce qu'on en parle, mais est-ce qu'il y a une manière qu'on pourrait faire? Ouais, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Là. On a nommé nos intentions. Je sais pas. Fermer le port. On déplace tout le port. Utiliser des hélicoptères à place des trains. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Puis je sais que Sophie a travaillé fort là-dessus. Moi, j'ai été sensibilisé ça. Je reste là. Je serais un des premiers à descendre la rue pour l'utiliser. Là. Fait que s'il y avait une façon de le faire, là, je le ferais demain matin. Mais on comprend donc qu'il y a quand même cette conscience. Je sens que tous les deux, vous êtes, vous comprenez la problématique et vous comprenez le désir des citoyens et que c'est un projet que vous continuerez à porter encore pour un prochain mandat. Fait que c'est pas qu'on dit que je le tasse de côté, mais s'il y a une petite brèche là, de lumière qui rentre dans la porte, on va rentrer dedans tout de suite.
On a travaillé très fort aussi avec Molson, puis l'entente nous a quand même aussi permis d'aller gagner un nouveau parc qui va donner sur le fleuve, là, qui était l'ancien parc sommaire, en fait, qui est un parc qu'on a perdu, qu'on vient réhabiliter puis se réapproprier parce que Montréal a travaillé très, très fort là, dans la foulée de l'entente Molson pour pouvoir avoir des accès publics. Là. Donc, on va avoir un nouveau grand parc là, dans le secteur aussi. Un petit peu plus à l'ouest. Oui. C'est ça. Bien, parfait. Donc, je propose qu'on passe à la prochaine question du public sur le thème de l'environnement. Que pensez-vous des 10 étages et plus et le manque de verdure autour des édifices à logement ou autres? Donc, Mme Mozerol, vous avez 1 minute et demie. Peut-être, en fait, un peu, je pense que la question, c'est de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez des édifices en hauteur dans Sainte-Marie et vraiment le manque de verdure autour des édifices et des logements. Bien, c'est un peu difficile de me prononcer spécifiquement sur le 10 étages et plus parce que ça dépend des secteurs. Hein. L'idée, c'est important de densifier. On parlait d'étalement urbain tout à l'heure. Quand on densifie un secteur, ça nous permet d'offrir plus de services, ça nous permet d'offrir des transports en commun, ça nous permet d'offrir des transports actifs, ça nous permet d'offrir des loisirs. Donc, la densité, elle est importante et elle est environnementalement bonne, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que ça soit une densité à échelle humaine, il faut que ça soit une densité qui est intéressante, qui respecte les cadres bâtis, qui respecte les quartiers dans lesquels elles sont. Et on l'a effleuré tout à l'heure, la pression immobilière, elle est énorme dans Centre-Sud et nous, on est allé revoir là, différentes hauteurs et densités dans certains secteur pour venir raffiner un petit peu ce qu'on permet et ce qu'on ne permet pas pour qu'on ne se retrouve pas justement là, avec des gros buildings dans des secteurs qui ne le permettent pas. Donc, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Pour ce qui est de la question du verdissement, mais nous, on s'est engagé là, à mettre en place un plan de transition écologique là, qui va comporter énormément de mesures au niveau justement là, de la construction pour s'assurer que ça permet du verdissement, ça le force. On a déjà fait ce premier pas-là de protéger là, la canopée sur les terrains privés. On va continuer en ce sens, évidemment, dans la suite des choses. Parfait, merci, M. Vaudrin. Tu peux-tu répéter la question? Oui, bien sûr. Donc, c'est en fait un peu, que pensez-vous des 10 étages et plus et le manque de verdure autour des édifices à logement ou autres? Moi, le manque de verdure, c'est une des raisons pour lesquelles je me présente. Juste en face de chez nous, on a 3 nouvelles constructions. Chez nous, on a une ligne d'arbres. Le building qui a été bâti l'autre bord de la rue, il y a 7 ans, 8 ans, peut-être 10 ans, il y a aussi une ligne d'arbres. Là, sur l'administration courante, on a un nouveau building où ils disent qu'ils vont planter des arbres, mais on a vu, il y a à peu près ça de terre. Fait que peut-être les arbres qui vont grandir là, c'est des bonsaïs, mais ça ne sera pas des érables, c'est sûr. Un peu plus loin sur la rue, on voit un building, puis encore sur les dessins, on voit des arbres, mais on voit les arbres qui sont en plein milieu de la rue. Fait que ça ne marche pas. Là, le building est à côté sur le trottoir. Une autre construction qui s'en vient juste à mon coin de Maisonneuve et Partenay, la même chose. Il n'y a pas d'arbres. Pour moi, avoir des arbres, c'est essentiel. J'ai fait le test chez nous cette année. Au soleil, sur ma terrasse, il fait 65 degrés Celsius. À l'ombre, il fait 35. Pour moi, c'est essentiel qu'on ait ça. Il faut avoir de la verdure. Et il faut avoir des buildings qui sont capables de répondre à ça. Des constructeurs qui vont répondre, on va mettre de la verdure. Pour les 10 étages et plus, il faut penser densité. Puis comme que Sophie, Mme Mozerol dit, Sophie, en tout cas, je ne sais plus c'est quelle. La densité, c'est de la façon qu'on est capable de ne pas avoir d'étalement urbain. C'est que, si tu es boulanger, puis tu as juste 50, 100 personnes qui sont autour de chez vous, tu n'es pas capable de t'installer là. Si tu es un nettoyeur à sec, la même chose. Il faut avoir de la densité pour être capable d'offrir ces services-là commerciaux et les services de la ville aussi.
Parfait. Bien, j'ouvrirai une période de débat. Je ne sais pas si Mme Mozerol, vous voulez rebondir, sinon? Bien, je rajouterais peut-être juste une information, parce que je pense que ça peut être intéressant pour le bénéfice de tous et toutes, mais la Ville a entrepris de revoir son plan d'urbanisme et de mobilité. Le plan d'urbanisme, c'est en fait là, les grandes règles qui dictent le développement, donc le zonage, les hauteurs, les densités. Après ça, chaque secteur a son règlement local, là, mais le plan d'urbanisme, c'est comme un peu le master plan du développement de la ville et c'est aussi un contrat social extraordinairement important. Or, le plan d'urbanisme de la ville date de 2004, le plan de transport de 2008. Donc, nous, on s'est engagé à revoir le plan d'urbanisme et de mobilité parce que, justement, les enjeux ont changé. La question de la transition écologique est extraordinairement pressante. Il y a des secteurs où on se rend compte que peut-être que les hauteurs sont trop élevées, puis peut-être que la pression est trop grande sur le cadre bâti. Il y a des secteurs où on se dit, là, on aurait peut-être une belle opportunité pour venir créer un quartier complet. Donc, on s'engage à revoir le plan d'urbanisme et de mobilité. Puis, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à Projet Montréal, c'est toujours de faire les choses avec les gens. Donc, on a donné un extraordinaire mandat à l'OCPM. L'OCPM, c'est l'Office de consultation publique de Montréal, donc qu'on peut mandater pour qu'ils fassent différents types de consultations. Et on leur a donné le mandat de consulter sur le plan d'urbanisme et de mobilité, mais de manière très novatrice. On veut qu'ils sortent de l'OCPM, parce que souvent dans les consultations, on a toujours un peu les usual suspects, c'est souvent les mêmes gens, on entend souvent les mêmes voix, donc on veut vraiment s'assurer d'entendre les personnes en situation d'itinérante, les mères monoparentales, les nouveaux arrivants, donc de vraiment sortir des murs de l'OCPM, aller dans tous les secteurs pour pouvoir vraiment entendre qu'est-ce que qu'est-ce que les Montréalais et Montréalaises veulent que leur ville ressemble, puis qu'il y ait une équité aussi entre les quartiers. Donc ça va être vraiment un projet extraordinaire. On a aussi demandé à l'OCPM de consulter les enfants, parce que les enfants, c'est les Montréalais, c'est les citoyens de demain, donc on veut qu'il y ait qu'ils puissent se prononcer sur la ville qu'ils veulent. Donc, je tiens à le mentionner parce que ça va être le mandat est donné à l'OCPM. L'OCPM pourra commencer là, ses consultations. Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser à ça parce que ça va vraiment être le moment là, de réfléchir au développement urbanistique qu'on veut pour les prochaines années à Montréal. Nous, en plus, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais une des affaires, c'est on veut avoir une consultation sur la possibilité d'avoir d'un empty home tax. C'est quelque chose qu'on utilise dans plusieurs villes où c'est bien beau de bâtir 10 étages, 15 étages, mais si la moitié des appartements qui sont dedans ne sont pas utilisés, ça veut dire on essaye de servir ce monde-là, mais il n'y a personne qui habite là. Il y a bien du monde qui achète des édifices, pas des édifices, mais des condos comme ça, juste pour mettre de l'argent en quelque part, puis that's it. C'est pas mon cas, là. Mais il y en a qui ont beaucoup d'argent, puis ils font juste acheter. Fait que, pour nous, on veut mettre en place, mettre en place un empty home tax. Il y a aussi, c'est pas juste les grandes hauteurs qu'on veut privilégier. On veut aussi inciter les propriétaires de duplex et triplex à ajouter 1 ou 2 étages de plus à leur bâtiment. Fait que ça, c'est une façon de densifier encore plus, mais sans aller à 10 étages là, tout partout. Fait que ces différents projets-là qu'on a pour aider aussi à accompagner les gens à utiliser la place qu'on a déjà. Est-ce que Mme Mozerol, vous voulez Oui, peut-être clarifier que la taxe sur le empty home tax, la taxe sur les habitations vacantes, en fait, la Ville de Montréal n'a pas le pouvoir de la mettre en place. Sinon, on l'aurait faite. Mais on interpelle beaucoup le gouvernement du Québec là, pour aller chercher des nouveaux pouvoirs pour pouvoir permettre ça, parce qu'effectivement, c'est un fléau. Là. On est dans un marché immobilier qui est spéculatif, là, où les gens se servent finalement de l'immobilier voyons. S'enrichir? S'enrichir, non, mais c'est comme un actif, oui, tu sais, enfin, alors que ça devrait servir à loger les gens. Donc, je voulais juste le spécifier, là. On n'a pas les pouvoirs actuellement de le faire à la ville, mais interpeller le palier provincial! Aidez-nous avec ça. Vraiment, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire si on avait un petit peu plus d'aide du gouvernement du Québec.
Parce qu'on l'oublie peut-être parfois, parce que je reviens un peu à la partie de la question qui parle du verdissement, mais c'est sûr que la Ville peut mettre en place des règlements pour encadrer les constructions, mais le projet final, c'est pas nécessairement la Ville qui a tous les regards là, sur tous les détails, à moins que je me trompe, vous me clarifierez. Mais comment faire justement pour être sûr qu'il y ait de la place à de la verdure dans les projets de développement, surtout les grandes tours, pourquoi pas penser à des toits verts et d'autres types de projets? Comment la Ville peut encourager les promoteurs, en fait, à inclure? Ça ne rapporte pas de l'argent à mettre un arbre au coin de la rue, mais ça la rapporte à la communauté. C'est ça. Ben nous, on a un engagement de mettre des arbres sur toutes les rues où ce qu'on va être, à Montréal. Il y a aussi, on va aider les gens à convertir à des toits blancs, des toits solaires, des toits verts. Ça fait toute partie de notre stratégie là, d'éco-transition, c'est ça? Transition écologique. C'est ça, excusez. Fait que pour nous, ça fait partie de qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que comment l'imposer? Il y a peut-être des systèmes de taxes qu'on pourrait mettre en place et des incitatifs pour aider les gens et les entrepreneurs à faire ça. Ou même nos bâtisses à nous, le Montréal en a une ou deux bâtisses, je pense, Sophie. Mais il faut faire notre transition aussi, il faut être l'exemple. Fait que qu'on le fasse, on va le faire aussi avec nos stationnements, on va les certifier éco-responsables. Fait que en le faisant nous, on va aussi être capable d'être mieux placé pour l'imposer pour les autres ou encourager les autres. Et on va avoir cette expertise-là, on va être capable de partager cette expertise-là avec les autres aussi. Parfait, Mme Osserol. Oui, bien rapidement, au niveau de l'exemplarité de la ville, tout ce que M. Vaudrin a mentionné, c'est déjà dans le plan climat qui a été adopté par la Ville de Montréal puis qui a été fait en partenariat avec différents experts et salué vraiment par le réseau, les différents réseaux de l'environnement. Fait que ça, c'est déjà en marche. Puis peut-être pour répondre à votre question, en fait, bon, c'est sûr qu'on peut modifier le règlement d'urbanisme pour imposer certaines choses, puis ça, on s'est engagé à le faire, on a déjà fait plusieurs changements, mais peut-être pour répondre, en fait, il y a certains projets qui sont des projets de plein droit. Donc, quand on respecte, en fait, toutes les consignes, tous les règlements, le projet peut aller de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a des projets dérogatoires. Quand, par exemple, un promoteur dit « j'aimerais ça avoir un étage de plus » ou il y a certains éléments de son projet qui ne respectent pas le règlement, il y a quand même la prérogative de déposer à la Ville une demande. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a des consultations publiques. Il y a des consultations publiques qui sont obligatoires par la loi, où là, les citoyens peuvent venir sensibiliser le promoteur à différents enjeux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a rajouté une couche de plus en partenariat, entre autres, avec la CDC puis Rayside. On a mis en place ce qu'on appelait la table des grands projets, où on invite finalement les promoteurs immobiliers à venir s'asseoir avec le milieu, avec les citoyens, avec la société civile, avec les organismes, en amont de leur projet. Donc, pas une fois qu'il est rendu à la fin puis qu'il est déposé, puis que là, les citoyens ont le sentiment que tout est déjà canné, alors que la consultation a lieu, puis là, ça les tanne, puis je les comprends. D'un autre côté, les promoteurs, ça fait des années qu'ils travaillent sur leurs affaires. Là, ils arrivent, puis les citoyens disent « ben là, tu n'as pas d'acceptabilité sociale, on n'est pas content ». Donc, avec cette table des grands projets-là, ce qu'on dit, c'est on encourage les promoteurs à venir en amont de leur projet, s'asseoir avec la société civile pour générer des maillages, pour trouver des solutions, puis pour entendre c'est quoi les besoins et les préoccupations du quartier. Et évidemment, le verdissement en fait partie, mais c'est aussi des espaces pour les organismes communautaires, c'est des espaces de diffusion pour tous nos artistes dans le quartier, parce qu'on a un quartier très, très riche en culture. Donc, cette table-là, pour moi, c'est un grand, grand gain dans le quartier, puis en tout cas, je salue le travail de la CDC à cet égard-là, puis j'ose espérer qu'on va continuer à avoir les succès de cette table-là. Parfait, donc c'est ce qui met fin à la période de débat et nous nous dirigeons tranquillement vers la fin de cette soirée avec la dernière question. On reste encore dans les thématiques qui préoccupent beaucoup les gens. Le gouvernement municipal, c'est un palier direct. Donc, la question étant la suivante, quelles sont vos solutions pour que les familles de la classe moyenne qui ne sont pas admissibles aux logements sociaux puissent devenir propriétaires? Alors, à moins que je me trompe, on est rendu avec M. Vaudrin à commencer à répondre. Bien, une affaire qu'on va faire, c'est avec la SHDM pour qu'elle commence à développer encore. On semble voir que ça a réduit beaucoup là, dans les dernières années, mais la SHDM, c'est la Société d'habitation de Montréal. C'est elle
qu'il y a des programmes pour aider les familles, les jeunes personnes à accéder à des propriétés. Il y a aussi qu'on va mettre des fonds directement pour être capable d'accéder à cette propriété-là. Je n'ai pas les chiffres exactement avec moi, mais c'est deux initiatives que je me souviens là, juste comme ça. J'avais eu la question avant, peut-être j'aurais été plus préparé, mais c'est sûr que Sophie, ça fait 4 ans qu'elle est là, fait qu'avoir une meilleure réponse que moi, mais je pourrais revenir à la personne là, si Parfait. je Je peux te le faire. rassure, Daniel, là, je connais pas mes chiffres par cœur non plus. Mais au début de notre mandat, parce que c'est ça, la question du logement, elle est multiple et complexe. Puis la question de l'accès à la propriété en fait partie. Là, je veux dire, on l'entend tout le temps, là, c'est plus achetable, c'est vrai. Au début du mandat, dans le fond, on avait mis en place là, un programme d'aide à l'accès à la propriété là, pour les ménages qui sont des premiers acheteurs. Et là, on s'est engagé dernièrement à bonifier ce programme-là. Donc, il avait déjà été un franc succès, là, mais là, on va l'élargir encore. Ceci dit, malheureusement, je n'ai pas le chiffre exact et tout ça, mais on pourra effectivement, si vous nous transférez les informations du citoyen, on pourra s'organiser pour donner des informations plus précises, mais on bonifie ce projet-là, ce programme-là de notre côté aussi. Parfait. Est-ce qu'on est rendu à la période de débat? Pour débattre, moi, je vais dire 4, elle va dire 8, je vais dire 12. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Là? C'est bon, mais je pense qu'on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Mais j'ai une dernière question, en fait, vu que ça s'arrête un peu là pour cette question-là. Peut-être qu'on pourrait parler donc de l'aménagement urbain. Est-ce qu'on a passé? Oui, donc, considérant que l'arrondissement Ville-Marie relève plus... excusez, je vais relire la question. Considérant que l'arrondissement Ville-Marie recèle la plus forte concentration d'immeubles et paysages patrimoniaux à Montréal, considérant le trop grand nombre de démolitions par abandon, considérant les nouveaux pouvoirs et responsabilités délégués aux municipalités, quelle action concrète votre parti compte-t-il mettre en place pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine montréalais? Là, on est rendu à Mme Mozerol. Oui, je pense. Bien, on a adopté dernièrement un plan de mise en valeur du patrimoine local dans Ville-Marie, donc dans lequel là, il y a différents chantiers. Donc, pour protéger le patrimoine, c'est un défi énorme là, parce que c'est dispendieux, c'est exigeant. Puis on en a parlé un petit peu hier, entre autres, du patrimoine ecclésiastique. Hein. Montréal, c'est la ville aux 100 clochers. On a des églises magnifiques, mais malheureusement, il y en a plusieurs qui sont pas en très bon état. Donc, j'invite la personne là, à aller voir notre plan pour la préservation du patrimoine. Ça passe autant la préservation des enseignes. Donc, on a fait un travail avec une firme qui s'appelle l'Enclume à identifier toutes les enseignes patrimoniales, potentiellement patrimoniales, puis on crée des balises pour pouvoir, pour qu'on puisse les protéger. Donc ça, c'est très intéressant. On a un chantier pour la protection du patrimoine ecclésiastique. On a mis en place des mesures pour rénover les shoebox. Donc, on a identifié tous les shoebox qu'on avait dans l'arrondissement, ceux qui étaient dont la qualité architecturale était plus intéressante. Puis, on a mis en place des balises pour accompagner finalement les gens dans la transformation de leur bâtiment pour préserver ce patrimoine-là, parce qu'on a des bâtiments extraordinaires, mais le patrimoine modeste mérite aussi d'être préservé. Puis après ça, ben, on en parlait, c'est de mettre en place des outils pour s'assurer que les gens ne laissent pas à l'abandon leur bâtiment, parce que ce qu'on voit souvent à Montréal, c'est que le terrain vaut plus que le bâtiment. Donc souvent, on a des propriétaires qui laissent volontairement à l'abandon leur bâtiment pour pouvoir reconstruire. Donc c'est de renforcer ces leviers-là. Et au niveau de la démolition, c'est la fin du minute. Ben, pour nous, on a parlé hier, puis j'avais les chiffres hier, mais je ne les ai pas aujourd'hui. On regarde l'église Saint-Eusèbe. C'est un bijou sur la rue Folhomme incroyable. C'est des édifices comme ça, on n'en rebâtira jamais, ever. Fait que nous, qu'est-ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut l'intégrer encore dans la communauté. C'est sûr que l'Église, c'était toujours au cœur de toutes les communautés, mais c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu social, c'est un lieu communautaire.
On va essayer de mettre de l'argent là-dessus, puis je ne me souviens pas hier, là, excusez, là, je ne m'en souviens vraiment plus, mais sur la préservation des lieux patrimoniaux, surtout des bijoux comme ça. C'est un engagement que votre parti prend. Puis quand vous parlez d'hier, c'est parce que vous êtes rencontrés hier pour un débat, mais pour les voies culturelles, plus ça. davantage sur le patrimoine et la culture. Si vous n'avez rien à rajouter, je vous inviterai quand même, je ne sais pas si vous voulez en discuter en période de débat. On aime ça. Oui, on aime le patrimoine, on veut le protéger. Ça. Bon, bien, sur ce fait, ce sera donc la fin de cette soirée de débat. Mais avant de vous laisser, je vais quand même laisser aux candidats 1 minute chacun, 1 minute et demie chacun pour le mot de la fin. Et comme les derniers seront les premiers, j'irai avec M. Vaudrin pour son mot de la fin. Merci. Comme je l'ai partagé au commencement, je suis un gars de terrain. Je suis un gars qui aime ça écouter. Faire partie de ma communauté, ça a toujours été une des raisons pour que je me présente ici à Sainte-Marie, c'est parce que j'habite Sainte-Marie. Je marche les rues, j'utilise des services, je rencontre des gens tous les jours. Pour moi, me présenter chez moi puis aider les gens autour de moi, c'est très important. On aurait pu demander peut-être d'aller me présenter à Terrebonne ou à Rosemont, puis ça aurait été correct. Mais pour moi, c'est important de représenter les gens. J'ai une expérience, comme j'ai dit, depuis mon enfance, à aider, à comprendre, trouver des solutions. Puis j'aimerais ça utiliser mon expérience de vie, mon expérience que j'ai communautaire, bénévolat. Peut-être que je vous ai dit, au Out Games en 2006, je faisais 80 heures de bénévolat par semaine. Pourquoi? J'ai ça à cœur. J'ai ma communauté à cœur. Puis moi, je veux faire la même chose pour les 4 prochaines années. Je vous invite donc à aller voter le 30 et 31 et le 6 et le 7. Et je vous demande juste 15 minutes de votre temps, puis moi, je vais travailler 4 ans pour vous. Bien, merci, M. Vaudrin. Mme Mauserol, 1 minute et demie. Oui, merci beaucoup. Ben moi, je me suis présentée en 2017 pour la première fois, puis je m'attendais à aimer ce travail-là. Je m'attendais à aimer rencontrer les organismes, rencontrer les citoyens et citoyennes, porter leurs aspirations pour le quartier, rencontrer les commerçants, les commerçantes, les gens du milieu culturel. Je m'attendais à aimer ça. Je ne pensais pas aimer autant ce travail-là. Ça a été un privilège de tous les instants de servir les citoyens et citoyennes de Centre-Sud. Et j'espère vraiment avoir l'opportunité de le faire pour les 4 prochaines années. Je trouve ça extraordinaire. Là, je suis en porte-à-porte depuis à peu près la mi-août. Je sonne chez les gens, puis là, c'est rendu que je croise énormément de gens que je connais. Donc, tu sais, je sonne, puis c'est Marie-Hélène, puis je demande comment ses enfants vont. Et c'est vraiment, 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 vraiment enrichissant de pouvoir travailler pour les citoyens et citoyennes de Centre-Sud. Je le réitère, là, mais c'est un magnifique privilège, puis j'espère que vous allez me réaccorder votre confiance. On a du pain sur la planche. Je pense qu'on a un beau bilan, Projet Montréal dans Ville-Marie. On a travaillé très, très fort. On a des très belles réalisations. On a aussi dû gérer une pandémie pendant 1 an et demi. Donc, soyez convaincus que les coffres sont pleins de projets qu'on veut faire avec vous, évidemment, toujours. Mais l'énergie est là pour encore 4 ans. Ça me ferait un immense plaisir de pouvoir continuer à vous servir dans Centre-Sud. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Mauserol. Monsieur Vaudrin, de votre présence, de vous avoir prêté au jeu et d'avoir répondu aux questions du public. Je vous souhaite une très bonne fin de campagne à tous les deux. Il y a toujours la possibilité, évidemment, aux citoyens de vous croiser aux abords à un endroit dans Sainte-Marie ou encore de contacter vos partis pour avoir plus de questions. Merci à vous, public, de votre participation en grand nombre. J'espère que nous avons réussi à vous éclairer sur votre choix électoral. N'oubliez pas que les jours officiels d'élection auront lieu le 6 et 7 novembre prochain. Si vous avez des questions exactement sur les élections, vous pouvez visiter élections.montréal.ca. Je tiens à remercier le Centre Saint-Pierre pour leur accueil. Merci également à TCF TV d'avoir assuré la diffusion et la captation
présentation de la soirée. Le débat sera disponible à la suite dans les prochains jours sur tcftv.ca et également restera disponible sur Facebook. Vous pourrez donc revoir les segments de la soirée ou que vous avez manqué ou pour vous éclairer. Un grand merci, bien entendu, à la CDC Centre-Sud pour l'organisation de la soirée et de faire d'élection en élection des débats pour Centre-Sud afin de vous laisser la parole et de vous aider dans ce processus démocratique. Ce fut un plaisir d'être votre voix ce soir et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.